Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez. Alors, on va patienter quelques minutes pour que tout le monde puisse nous rejoindre pour ce webinaire. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on est toujours curieux dans l'équipe. N'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où vous nous regardez. De quelle région, de quelle ville. Bonjour de la Savoie. Alors, je pense qu'on va patienter encore une petite minute et on va pouvoir démarrer tous ensemble. Alors, je pense que là, la plupart nous ont rejoints. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous pour échanger au sujet du réengagement. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Joshua, Head of Sales chez Positive You. Et je vais co-animer ce webinaire aujourd'hui avec Charlotte Morin et Andrea Moret, donc toutes deux psychologues du travail qui interviennent avec Positive You, que je vais laisser se présenter. Vas-y. Je crois que vous ne m'entendez pas, si. Là, vous m'entendez, non? Yes, on t'entend, Charlotte, je t'en prie. Ok. Je dis bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Charlotte Morin, psychologue du travail, comme l'a dit Joshua, et collaboratrice Positive You depuis 4 années déjà. Voilà, tout simplement. Merci, et moi, Charlotte. du coup, Andrea Moret. Donc, moi, Andrea Moret, psychologue également, et je travaille avec Positive You depuis un peu plus d'un an et demi presque. Et voilà. Alors, on va, pendant 45 minutes à 1 heure, on va explorer ensemble justement l'enjeu du réengagement. Et j'aimerais vous poser une question. N'hésitez pas à m'indiquer dans le chat quel est aujourd'hui, selon vous, le plus grand défi que vous rencontrez. Je vais faire appel à votre esprit de synthèse en un mot. En un mot, quel est le plus grand défi que vous rencontrez en tant qu'RH sur les sujets d'engagement et de réengagement des collaborateurs? En un mot, comme ça va nous permettre de voir s'il y a une tendance qui se dessine dans les enjeux que vous pouvez rencontrer dans vos organisations respectives. On a un chat qui est un petit peu timide aujourd'hui. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, comment recréer de recréer de l'élan sans tomber dans la surenchère RH aujourd'hui, Charlotte, quel est le constat que tu peux faire justement sur ce volet en 2025? Du coup, ce qu'on voit, ça va être le fait de favoriser la qualité sur la quantité.
Donc de remobiliser sans épuiser les équipes, c'est-à-dire que ne pas essayer d'intégrer un outil en plus, un séminaire en plus, mais vraiment d'accompagner de manière peut-être plus douce et quotidienne, par des petites actions, en fait. En 2025, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de managers qui sont un peu transformés en pompiers, sauf que les équipes, aujourd'hui, elles n'ont plus besoin d'être éteintes, elles ont besoin d'être remotivées, elles ont besoin d'oxygène, en fait. La vraie question, c'est du coup, effectivement, comment recréer un élan sans ajouter une couche de dispositifs, de primes, d'outils RH. Donc, le fait de remobiliser sans épuiser ses équipes, c'est aussi en fait se rendre compte qu'aujourd'hui, on constate quand même en 2025 une grande fatigue chronique du collectif. Là où en 2022, on avait plutôt observé des symptômes de désengagement silencieux, ici c'est autre chose. Beaucoup d'entreprises ont cru que réengager, en fait, c'était ajouter, comme je vous disais, un séminaire, un outil, une appli bien-être, une prime. Sauf que, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on a trop d'actions mises en place, ça devient une charge mentale, ça devient du bruit. Et en fait, les salariés n'ont pas besoin de plus, ils ont besoin de mieux, surtout. Donc, toujours cette histoire de qualité sur la quantité. Il va y avoir le fait de prioriser les bons leviers RH également et managériaux. Et puis, replacer le lien, l'utilité et la reconnaissance au cœur de l'action. Ça, c'est extrêmement important. On oublie parfois que l'engagement, il va reposer sur cette triptyque de base. Sentir que je compte, donc le lien, que ce que je fais compte, du coup, l'utilité, et puis que quelqu'un le voit, le reconnaît, donc la reconnaissance. Et donc, quand l'un de ces trois piliers s'effondre, l'engagement, il va forcément être impacté en soi. Donc, c'est vrai que c'est une rentrée 2025 sous haute tension RH, parce qu'on peut observer des fatigues des collectifs, des désengagements silencieux, des pertes de repères, une pression accrue sur les RH pour relancer la machine, justement, des équipes en attente de sens, de reconnaissance et de clarté. Et c'est vrai que j'entends pas mal de RH me dire, bon, on nous demande de remotiver, alors que nous-mêmes, on est un petit peu à bout de souffle, finalement, parce qu'on a tellement été dans la gestion de l'urgence. Et donc, c'est vraiment un paradoxe, quoi. Vous êtes en première ligne, mais vous ne pouvez pas porter tout seul cette dynamique d'engagement, parce que l'engagement, de fait, est collectif. Et puis, effectivement, il y a un enjeu de stratégie pour préparer 2026 également, ce réengagement qui est durable, sans confinement d'action. La prévention de départ invisible, priorisation de bons leviers RH, managériaux et collectifs. Il faut se rappeler qu'effectivement, les départs, en fait, ils ne commencent pas par une lettre de démission, ils commencent bien avant. Ils commencent par un retrait social, intérieur, quand un collaborateur, il va arrêter de proposer, d'agir, de contester, même d'oser. Le départ, il est quasi déjà amorcé. Donc, en fait, l'enjeu n'est plus de relancer la machine comme en sortie de crise, comme on avait avant. C'est vraiment d'apprendre à tenir dans la durée. C'est passer, en fait, finalement, du sprint, gestion de l'urgence quasi, au marathon. Amélioration continue, prévention. Donc, le rôle des RH, il évolue. Et l'idée, c'est de passer de l'urgence à l'impact, du dispositif à la dynamique. En fait, l'objectif 2026, c'est une performance qui est soutenable, portée par le lien, l'utilité et l'engagement. Merci Charlotte. Et oui, effectivement, 2025, c'était une année qui était particulièrement dense. En tout cas, le début d'année 2025 a été particulièrement dense. Et ces enjeux nous attendent, que ce soit aujourd'hui dans ce contexte de rentrée, de reprise, pour remobiliser les collaborateurs et pérenniser leur engagement pour cette fin d'année, mais également anticiper 2026. Et dans le chat, vous répondez effectivement sur la question de quel était l'enjeu et le défi principal. Il y a de l'incertitude, il y a beaucoup de changements et effectivement, on doit composer dans un environnement qui n'est pas toujours prévisible. Et c'est là où les collaborateurs attendent beaucoup de vision. Ils attendent beaucoup de vision, une vision claire, du moins de la part de l'organisation, de l'entreprise et de ses relais en interne. Il y a le manque de parcours en interne également qui est évoqué. Donc, comment pouvoir aligner aujourd'hui toutes les parties prenantes pour proposer une réelle expérience collaborateur qui leur permette d'être pleinement engagés. Donc, on va le voir. Il y a plusieurs défis. Il y a des défis qui sont multiples. On en a identifié 5 sur lesquels qu'on voulait évoquer avec vous. Et je vais laisser notre psychologue rebondir sur le premier d'entre eux qu'on a identifié, c'est la fatigue cognitive.
Je t'en prie, Andrea. Alors, comment est-ce qu'on repère les signes invisibles sans attendre l'épuisement, la fatigue cognitive? Ça va être ce ralentissement cognitif au niveau de la planification, de la mémorisation aussi. On voit un impact à ce niveau-là sur l'attention, beaucoup plus de difficulté à être attentif et à retenir les informations, notamment, par exemple. Complètement. On a un deuxième volet qui est crucial, c'est le volet managérial. Aujourd'hui, on a des managers qui sont le premier relais, hein, très clairement sur le terrain. La question qu'on va se poser, c'est comment restaurer la confiance sans basculer dans le contrôle ou la distance actuellement. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous lister l'ensemble des 5 défis, qu'on va retrouver. Donc, la relation managériale, il y a le retour des irritants. Ça, c'est toujours compliqué hein, d'éviter aujourd'hui la résurgence des tensions passées, des frustrations. Comment on va faire lorsqu'il y a un élément peut-être qui va avoir tendance à avoir un impact qui peut être négatif aujourd'hui sur le collectif, parce qu'il va avoir une vision qui va être déformée ou une vision négative. Comment on fait en sorte que ça n'impacte pas globalement les équipes, comment on va pouvoir l'identifier et comment on va pouvoir le traiter aujourd'hui en tant qu'RH. On a le volet de la quête de sens qui intervient également parce que là, les collaborateurs, ils ont besoin de sens très clairement. Tout à l'heure, on l'évoquait avec la vision, ils ont besoin d'une vision claire, ils ont besoin d'être sûrs que les tâches qu'ils réalisent au quotidien, que la mission pour laquelle ils ont rejoint l'organisation, aujourd'hui a du sens et match avec leurs valeurs. Et on va voir la démotivation latente qu'évoquait Charlotte en préambule. Aujourd'hui, comme elle le disait à juste titre, on ne reçoit pas une alerte, attention, démission à venir. Non, il y a pas mal de signaux faibles qui émergent et qu'il va falloir savoir déceler. Et pour ça, on va avoir pas mal de leviers. Est-ce que vous voulez rebondir sur les défis ou est-ce qu'on enchaîne directement Non, je pense qu'on peut y aller parce qu'on va parler de tous les défis plus spécifiquement après. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit là. Super. Andrea. Super. Je pareil. Justement, donc du coup, par rapport à pourquoi est-ce qu'on parle de réengagement aujourd'hui? Le réengagement est devenu une priorité stratégique pour les entreprises car il est un peu au cœur de la performance durable et de la rétention des talents. Et 4 constats ont été observés. Donc, le désengagement qui est devenu silencieux, c'est-à-dire que les collaborateurs aujourd'hui ne partent plus forcément, ne démissionnent pas forcément, mais il y a en réalité comme une espèce de décrochage intérieur qui est un phénomène qui a un nom qui s'appelle le quiet quitting en anglais, donc la démission silencieuse en français, qui consiste à faire le strict minimum qui est requis par le contrat de travail sans initiative ni implication supplémentaire. Et en France, on a observé un gros phénomène, on a observé ce phénomène, une vague de ce phénomène plutôt, en 2022, où près de 2 millions de salariés ont quitté leur poste de manière silencieuse. Donc, c'est une forme de retrait plus invisible, mais qui est tout autant préjudiciable à la performance collective, parce que du coup, ça va mettre un peu des bâtons dans le travail collectif, étant donné que les personnes sont de plus en plus désengagées. Quant au rôle managérial, donc on sait qu'il est en tension. Les managers sont sollicités de toutes parts, en haut, en bas. Ils peinent à animer l'engagement collectif. Donc sans outils ni posture adaptée, ils peuvent même devenir un maillon faible du réengagement. En effet, les managers jouent un rôle central dans le réengagement. Cependant, comme je disais tout à l'heure, ça va rebondir avec ce que tu disais tout à l'heure, Charlotte, on observe aussi sur le terrain qu'ils sont eux-mêmes désengagés. Il y a des études qui montrent que, par exemple, l'étude de Gallup notamment, qui relève que les managers rapportent beaucoup plus de stress et de résultats de burn-out que les personnes qui dirigent, par exemple. Donc, ça s'expliquerait par cette dualité de mission. Et cette situation crée un cercle vicieux car les managers épuisés et démotivés ont de ce fait du mal à inspirer et à soutenir les équipes, ce qui renforce aussi le désengagement général. Après, en ce qui concerne le troisième constat, donc les équipes sont en attente de signaux forts RH. Dans un contexte incertain, les collaborateurs cherchent des repères, du sens, une reconnaissance aussi. Reconnaissance qu'elle soit monétaire et pas que, forcément. Et il y a aussi juste un merci. Et cette absence de réponse RH est perçue donc comme un désalignement. Les salariés attendent des actions concrètes, telles que des programmes, des
opportunités de développement et une communication transparente également. Et pour terminer, le quatrième constat, donc l'empilement des activités, des actions QVCT montre des limites, en effet. Plan d'action, sondage, atelier, donc malgré les multiplications de dispositifs, les effets s'essoufflent, faute de vision globale, de continuité et d'incarnation. Les entreprises doivent par conséquent développer une approche plus systémique et alignée pour que les initiatives QVCT aient un réel impact durable. À savoir qui est assez important, ces quatre constats qu'on est en train d'expliquer ne sont pas isolés. En fait, ils reflètent une tendance assez générale observée dans pas mal d'entreprises en France. Et d'autres études qui montrent par exemple que 48% des salariés dans 8 pays européens, dont la France, 48% donc déclarent qu'ils sont en burn-out. Donc ça montre aussi cette tendance à devoir se préserver et donc s'être désengagé. Pour résumer un petit peu cette slide, donc le réengagement est donc devenu une nécessité stratégique pour les entreprises qui souhaitent préserver leur performance et leur attractivité. Il passe par une prise de conscience collective, un soutien renforcé aux managers et une approche cohérente avec les actions RH pour que par la suite, il y ait une instauration d'un climat de confiance, de reconnaissance et de sens qui va avec les valeurs aussi de l'entreprise. Merci Andrea. Et oui, effectivement, aujourd'hui, l'engagement et le réengagement des collaborateurs, c'est pas juste un must-have. Donc ces constats, ils sont partagés par de nombreux RH, mais aujourd'hui, c'est aussi le pilier de la performance d'une organisation. C'est le pilier de la performance de l'entreprise. Et on a besoin effectivement d'avoir des actions qui sont des actions concrètes, qui parlent au terrain directement et dans lesquelles les collaborateurs vont se retrouver pour pouvoir traiter le désengagement. Et comme souvent, on observe des pratiques qui sont, bon, pour être le plus positif possible, on va dire inefficaces, et d'autres pratiques qui, au contraire, elles vont se démarquer et vont permettre de marquer durablement les équipes et de vraiment travailler sur cet enjeu. Charlotte, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut réengager justement sans surenchère? Est-ce que c'est possible déjà? Comment on peut le faire? Qu'est-ce qu'on observe qu'on pourrait peut-être faire autrement et qu'est-ce qui fonctionne? Quel constat tu peux nous partager de par ton expérience? Déjà, je pense que ça passe beaucoup par le collectif et par le fait d'intégrer vraiment le salarié au cœur des actions. Parce qu'aujourd'hui, on voit que quand, en fait, on a des directives qui viennent toujours d'en haut, d'un sens, en fait, on va démotiver. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de mobiliser. Et pour qu'une personne se sente engagée, se sente appartenir à un groupe et envie d'y appartenir, il faut qu'elle soit valorisée au sein de ce groupe. Il faut qu'elle sente qu'elle ait une place dans ce groupe qui soit clairement définie. Donc, c'est vrai que je pense que ça passe beaucoup par le collectif, par le fait de revaloriser le collectif. Est-ce que ça pourrait passer par le fait de co-construire peut-être des chartes? C'est vrai que là, dernièrement, une conférence pour une entreprise, on a beaucoup discuté sur les comportements et la communication en entreprise et dire, OK, quel comportement, quelle communication est OK, moyennement OK ou pas du tout OK. Et en fait, à la fin, on a beaucoup discuté sur le fait que ça, c'est très intéressant, par exemple, de l'intégrer dans une dynamique de co-construction d'une charte de la bonne communication. Et du coup, là, on implique tout le monde. Donc, tout le monde se sent impliqué, utile, entendu, donc valorisé et donc mobilisé et engagé. Je pense qu'il y a le collectif qui amène à l'individuel aussi se sentir, comme on disait, reconnu, qui est du lien. Voilà. Mais bon, je ne vais pas trop en dire parce qu'on va pas mal en parler après. Et justement, souvent, le premier acteur de ce lien, c'est le manager qui est le relais terrain et qui est directement en relation avec le salarié. Donc, c'est le bon acteur pour faire du feedback, c'est le bon acteur pour outiller sur la reconnaissance au travail. C'est le bon acteur pour détecter les signaux. Mais bon, je vais vous laisser l'évoquer. Vous l'évoquez beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, quels sont les bons leviers managériaux et collectifs? Alors, c'est vrai qu'on va souvent dire que les RH portent l'engagement.
c'est vrai aussi, mais c'est aussi tout ce qui joue au quotidien face au manager qui est hyper important parce que c'est lui ou elle qui va pouvoir permettre finalement de passer peut-être l'équipe de je subis mon travail à j'ai envie de donner le meilleur de moi. Et en fait, le manager, c'est vraiment quand même le premier acteur du réengagement. C'est lui qui va être là pour remotiver ou motiver les équipes. Et ça passe pas par un énième plan d'action, comme on l'a dit. L'idée, c'est pas d'empiler encore une nouvelle action. C'est plus des pratiques quotidiennes, des petites choses qui vont recréer une dynamique pérenne. Et bien sûr, que ce soit vraiment sincère, aligné à la réalité du terrain et des besoins collectifs. Ça, c'est assez important. En fait, par exemple, un manager qui va prendre 5-10 minutes, admettons, pour clarifier les priorités chaque matin, déjà, ça peut avoir plus d'impact parfois qu'un plan d'action RH de 30 pages. Et ça passe par une petite action de clarification qui est hyper importante parce que finalement, la personne en face de soi. Il y a la responsabilisation collective donc, qui est importante, c'est cadrer le temps, repenser les routines, faire émerger des règles du jeu co-construites, la responsabilisation qui permet en fait de recréer un socle partagé dans l'équipe. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment les équipes fatiguées, elles n'ont pas besoin de plus de contrôle. Elles ont besoin de règles, de choses sur lesquelles elles peuvent se reposer finalement. Et quand c'est co-construit, c'est d'autant mieux parce que c'est pas perçu comme une contrainte. Donc, comme je vous disais, avec ces fameuses chartes d'équipe qui sont construites ensemble, ce type d'accord collectif, il va réduire énormément les tensions, des engagements et la charge mentale. On voit aussi le management par la confiance et l'utilité. Manager, c'est pas contrôler à nouveau chaque tâche. C'est loin de ça. C'est donner du sens, finalement. Donc, on est bien loin de contrôler. C'est reconnaître les contributions de chacun, mais réellement, et d'aider chacun à se sentir utile dans le collectif. En fait, je pense que la vraie question que chaque salarié se pose, c'est est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert vraiment le collectif? Donc, un manager qui va prendre le temps d'expliquer aussi à quoi sert le poste de chacun, même sur une tâche très répétitive, ça augmente largement l'engagement, ça valorise finalement au sein du groupe également. Et ça permet d'avoir des repères stables aussi. Donc, c'est aussi une reconnaissance contextualisée et non générique. Quelque chose qui est vraiment impactant, qui n'est pas systématique, pas standardisé. C'est vraiment l'inverse de ça. C'est vraiment être sur des feedbacks précis, authentiques, adaptés à la réalité vécue. La reconnaissance, c'est pas dire bravo à tous dans un mail générique en fait. C'est dire merci pour la façon dont tu as géré peut-être tel client, tel dossier, c'était super difficile. Vraiment, merci pour ton implication. En fait, la reconnaissance, elle marche quand elle est spécifique, quand elle est précise. Elle devient crédible. C'est pas dire merci à tout va de manière globale. C'est vraiment d'être spécifique et singulier. Ouais, c'est ce qui fait la différence et les équipes s'y retrouvent lorsqu'ils ont ce type de feedback qui sont ultra spécifiques, qui les valorisent, qui reconnaissent leur travail et qui reconnaissent leur utilité et leur contribution au final, parce que une organisation performante, c'est chacun qui apporte sa pierre à l'édifice et donc c'est satisfaisant pour un collaborateur de voir que son travail est reconnu. Et je vais me permettre d'insister sur ce volet managérial parce que des retours qu'on a, on échange avec pas mal d'organisations, on échange beaucoup avec les managers et les DRH. Et il y a beaucoup de managers, on constate qu'il y a beaucoup de managers qui ne sont pas forcément outillés pour le faire. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, donc ça, c'est la clé. Mais comment est-ce qu'on arrive à accompagner un manager pour lui permettre de pouvoir réaliser cela, de savoir faire le feedback, de savoir faire le bon feedback. On parlait de manager par la confiance et l'utilité. Comment on aide un manager à basculer vers un style de management un petit peu plus participatif. Je crois beaucoup en l'intelligence collective. Je crois beaucoup au format qui permet de réunir différents managers dans une organisation pour permettre de tirer et de s'inspirer des bonnes pratiques de chacun pour nourrir le collectif et pour inspirer les autres managers. Et je pense que les managers doivent être outillés. Il y a pas mal de managers qui ont été promus managers, qui ont été formés sur un certain nombre de sujets et qui ont une excellente maîtrise technique. Je pense que c'est important de pouvoir pousser, de pouvoir accompagner vos managers sur ces sujets-là. C'est important de les former et de les outiller. Et je pense que c'est aussi important, parce que si je rebondis, je me permets, Joshua.
justement toujours dans cette co-construction. Et c'est vrai que l'intelligence collective, c'est hyper important. Et ça peut être voilà, réunir plusieurs managers et parler des bonnes pratiques. Bien sûr, ça peut être aussi des formations en plus qui sont importantes, mais ça peut être aussi du travail en interne fait ensemble. Je trouve que c'est très juste. Ça s'applique dans la construction du manager avec ses équipes, dans des chartes de bonnes pratiques, mais pourquoi pas travailler aussi entre managers là-dessus, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Et ça garde un aspect très terrain. C'est-à-dire qu'entre eux, ils vont pouvoir évoquer des situations très concrètes qu'ils ont pu vivre. Et souvent, quand un manager est confronté à une situation dans une organisation, souvent les autres managers ont très certainement été confrontés à cette situation ou à une situation similaire. Donc, ça va être important de pouvoir puiser dans cela. Donc effectivement, outiller vos managers, que ce soit via des ateliers, que ce soit par de l'individuel, mais outiller mais le collectif est primordial. L'individuel est intéressant en plus du collectif, mais le collectif est vraiment primordial. Et ces managers et les autres collaborateurs également sont aux premières loges pour pouvoir repérer les signaux faibles. Andrea, justement, avant un départ, il y a souvent un long silence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut le faire? En effet, alors comme tu disais, avant un départ ou un désengagement, il y a en effet une espèce de silence qui se crée. On le voit notamment avec des 3-4 points spécifiques, notamment les interactions qui se raréfient, des conversations qui sont beaucoup moins spontanées en présentiel. Les personnes, par exemple, ils mangent moins ensemble, ils veulent plutôt s'isoler, manger dans leur bureau, il y a moins d'interaction pour aller boire le café ou la pause cigarette, etc. Donc, les échanges informels, par conséquent, se raréfient aussi, et une diminution aussi des feedbacks concrets, comme aussi les communications. Je ne sais pas, vous avez une discussion qui n'est pas forcément obligatoire sur Teams, et la personne qui se désengage, naturellement, ne va plus trop y répondre, quoi. Vous avez un pot de départ à réaliser, la personne qui a tendance à justement à se désengager aussi ne va plus vouloir trop y participer, ou alors il va faire comme si, bon, ok, je le fais un peu par obligation. Le deuxième point, c'est la présence passive en réunion. Donc, en effet, il y a des regards qui vont fuir. Il y a une absence d'opinion, de proposition, des sujets abordés. En télétravail, par exemple, ça va être des personnes qui vont avoir tendance à éteindre la caméra ou le micro. Il y a moins envie de tenter de proposer des choses, quoi. D'être vraiment plutôt invisible, en fait. Moins d'initiatives également, avec un arrêt progressif de la prise d'initiative, des réductions de la contribution volontaire, un retrait des dynamiques collectives. Par exemple, un collaborateur qui arrête de proposer des idées lors des ateliers ou des brainstorming, ou alors aussi un collaborateur qui ne veut pas participer à un repas d'équipe ou à un team building, etc. Et après, il y a aussi des micro-conflits à répétition avec des petites tensions qui ne sont pas verbalisées, qui se créent, qui accentue l'irritabilité et les malentendus s'accumulent par conséquent, ce qui fait que du coup, il y a des désaccords qui peuvent être assez fréquents sur des détails de projets qui ne sont jamais discutés, et ça crée comme des groupes en fait par la suite. Donc, éventuellement, ce que vous pouvez mettre en place pour gérer ces problématiques-là, c'est organiser des points d'alignement, par exemple. Plus spécifiquement lié au télétravail, comme je disais, il y a l'isolement également des échanges digitaux avec les tendances à ne plus répondre aux mails ou disparaître des chats informels, par exemple. On ne peut plus discuter sur les Teams. La caméra qui est souvent éteinte et le micro désactivé lors des réunions. Des réponses très brèves. Pareil, le regard assez fuyant. Voire même une tendance à ne pas répondre tout court aux questions. Un retrait des rituels collectifs avec les pauses d'équipe, par exemple, ou un désintérêt total pour les activités de cohésion à distance, et ce que nous, on appelle la connexion fantôme, c'est-à-dire je suis en ligne, mais voilà, je suis juste en ligne, quoi. Je fais les choses, mais c'est beaucoup plus difficile. Et aussi les horaires aussi qui peuvent être différents. Ce qui est intéressant dans les signaux faibles, c'est que par la suite, ça peut amener à notamment deux effets assez importants en psychologie du travail.
la démotivation ou l'harcèlement. Donc, la démotivation se voit notamment par cet effet de quiet quitting, comme j'ai abordé tout à l'heure, avec la démission silencieuse, où, comme je disais, le collaborateur fait le strict minimum. C'est pas forcément volontaire, hein, mais c'est vraiment le minimum requis. Il est présent physiquement, mais mentalement, n'arrive plus à s'y impliquer. Et le deuxième point, la détection assez grave, c'est donc en effet l'harcèlement ou un mal-être assez sévère avec une irritabilité extrême, un isolement, un absentéisme aussi, un enchaînement d'arrêts maladie, etc. Et puis voilà. Et je crois que ces signaux faibles, ils sont vraiment très spécifiques à chaque organisation. Parce que j'avais eu un feedback d'une DRH, justement, on échangeait sur les signaux faibles. Et elle m'expliquait que ça peut être très spécifique aux organisations, à la culture d'entreprise, mais également aux générations. Par exemple, il y avait un signal qui était interprété comme un signal faible, c'est-à-dire que c'est émané d'une personne de la Gen Z qui aimait bien couper justement pendant sa pause déj. C'est-à-dire que c'est son petit moment pour pouvoir justement couper avec le collectif pour revenir encore plus remobilisé, revenir encore plus remotivé après la pause déj et enchaîner sur ses tâches. Donc, ces signaux faibles, ils peuvent être aussi très spécifiques. C'est un constat que tu as pu faire aussi, Andrea, en fonction des organisations? Totalement, et même en fonction en effet de la génération, en fait, il y a la jeune génération, donc la génération Z, elle a un rapport au travail, un sens, une flexibilité qui sont totalement différents des générations un peu plus anciennes, où le travail est clairement pour eux pour apporter de l'argent. Ils ne cherchent pas forcément l'épanouissement complet au travail, tandis que les générations plus anciennes ont un rapport beaucoup plus dans l'interaction, etc. Alors après, de devoir faire la pause déjeuner vraiment coupée, c'est pas forcément pathogène, c'est plutôt même un bon signe en termes de, par exemple, une personne qui a tendance à justement à trop se désinvestir. Parfois, ils ont besoin d'avoir des pauses pour se ressourcer. Et c'est vrai que les plus jeunes ont plus tendance à avoir cet effet-là, cette conscience-là, à faire des pauses plus régulièrement, même la pause café. Alors après, il y a pause café et pause café, mais à avoir tendance, en effet, à être moins actif, on va dire, sur certains points. Merci. Et Charlotte, tu veux rebondir sur ce volet? Non, je suis plus d'accord avec ce que disait Andrea. Enfin, je suis d'accord avec ce qui a été dit, j'ai rien à rajouter. Super, excellent. Alors 2026, comment est-ce qu'on peut enchaîner sur cette fin d'année et préparer 2026 dans les meilleures conditions pour les RH, pour allier effectivement réengagement et performance? Ouais, c'est la question, hein, je crois. C'est la nouvelle équation RH à concilier. Et on va parler de lien social, d'utilité perçue et de reconnaissance adaptée. Ça va être très important. On va commencer par le lien social. Pendant longtemps, on a quand même pas mal pensé que le lien social allait de soi. Et en fait, là, l'idée, c'est de plus considérer justement que ces liens vont de soi. C'est les entretenir, les ritualiser, les rendre visibles. C'est vraiment un enjeu de performance collective. Mais en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que on a eu le Covid quand même, et suite au Covid, il y a eu vachement plus de télétravail, c'est devenu quelque chose qui fait partie de nos pratiques, la dispersion et donc la fatigue aussi post-crise. Et ces liens-là, ils sont un peu effilochés. Donc en 2026, entretenir ces liens, c'est vraiment un enjeu stratégique, hein, managérial. C'est pas de la convivialité pour faire genre d'une certaine manière. C'est vraiment les liens viennent tisser de la confiance et sans cette confiance, il n'y a pas de performance collective qui peut être possible. Donc ces liens, ils sont vraiment importants et l'idée, c'est de les valoriser et arrêter de penser qu'effectivement, ça va de soi. Ensuite, l'utilité perçue, c'est des collaborateurs qui cherchent pas seulement uniquement du sens, mais qui vont chercher aussi des limites, un rôle clair. Une utilité dans le système plus global. Ça suppose du coup de retravailler en fait la lisibilité, et valorisation de l'impact de chacun. On parle beaucoup de sens au travail, mais en réalité, les collaborateurs, ils cherchent à être utiles. Alors, pas dans l'absolu, mais utiles dans le système, avec un rôle clair, de comprendre en fait ce qui compte pour qui. Les missions doivent vraiment redevenir lisibles. À quoi sert mon travail? Qui ça aide?
quel impact ça produit, en fait. Et puis, une reconnaissance adaptée, reconnaître de façon contextualisée, et personnalisée, pas générique. Donc, la posture, les efforts, le progrès et pas le résultat final. C'est hyper important. La reconnaissance en 2026, elle doit évoluer. Elle ne peut plus être générique. Elle doit être vraiment plutôt fine, adaptée, singulière. Reconnaître une posture courageuse, une prise de risque, un progrès, même si c'est discret. Reconnaître l'apprentissage, en fait, l'évolution, l'effort. C'est plus... je crois que parfois, c'est peut-être même plus efficace, plus puissant que de juste féliciter un résultat final. Et c'est important de le voir, je crois, de ce côté-là aussi. Parce qu'on a trop tendance à féliciter uniquement des résultats. Mais les feedbacks, ils sont importants quand ils aident la personne à se construire, à avancer. Et ils sont super importants pour qu'elle sache aussi comment elle se positionne. Et ils aident aussi à mettre des limites, des cadres sécurisants. C'est important. En fait, on le voit bien, le fait que en fait, le réengagement en 2026, il va passer en fait, par ces 3 piliers qui peuvent paraître peut-être simples, mais super exigeants. Cependant, parce que ça passe aussi par beaucoup de petites actions quotidiennes. Ouais, je me permets de rebondir assez brièvement là-dessus. En effet, ce que tu dis, Charlotte, c'est on a tous besoin finalement de ces 3 choses pour rester motivés et engagés au travail, le lien social, le sens de ce qu'on fait et la reconnaissance. Finalement, c'est réengager, c'est répondre dans une certaine forme aux besoins humains essentiels pour entretenir des liens visibles, montrer clairement l'utilité de chaque mission et reconnaître les efforts de chacun au quotidien. Et ces gestes pourtant simples et concrets font naître une vraie énergie collective et relancent durablement une performance. Merci. Je t'en prie, Charlotte. On t'entend pas. Charlotte, on t'entend plus. Ah, pardon. Je disais, peut-être que du coup, pour faire speech, je peux conclure un peu sur ce qu'il faut retenir, parce que c'est vraiment ce qu'on disait aussi avec Andrea, là, finalement, que le réengagement, c'est pas un sprint, déjà. C'est vraiment un travail d'écoute. Le rythme. Trop d'action, ça vient diluer le sens. Donc vraiment, l'idée, c'est pas de rajouter quelque chose, c'est vraiment d'être beaucoup plus attentif, je crois, de manière globale au quotidien. Ce sont les collectifs qui s'engagent, pas les individus seuls, comme on l'a dit, je crois, aujourd'hui. Et le lien, la reconnaissance et l'utilité sont extrêmement stratégiques. On revient à ces besoins fondamentaux humains. Ce besoin d'appartenir et de sentir qu'on appartient à quelque chose dans lequel on a une place, une utilité. Ça engage, ça donne envie. Totalement. Donc effectivement, au niveau des recommandations clés, est-ce que tu veux continuer ou je le fais? Non, vas-y. C'est repartir avec des rituels de management existants qui peuvent être donc co-construits. Prioriser des actions, mais surtout, en gros, prioriser des actions, oui, et puis que ce soit clair, à nouveau, que ce soit bien ancré. Pourquoi? À quoi ça sert? C'est toujours pareil, on enlève, enfin, comment? Le maître mot, c'est la lisibilité. C'est vraiment d'être, que ce soit lisible, que ce soit clair, que ce soit sécurisant, que ce soit en fait compréhensible tout le temps. C'est travailler l'engagement. Logique aussi. Ouais, logique aussi, complètement. Ouais, on revient vers cette quête de sens aussi. Travailler l'engagement comme une dynamique d'équipe et faire des indicateurs internes RH. Vraiment dans cette co-construction avec des chartes, je pense que c'est vraiment essentiel de mobiliser tout le monde à nouveau et de clarifier vraiment l'ensemble du travail pour tout le monde, à tous les niveaux. Que ce soit beaucoup plus lisible. On va vers quelque chose de plus simple et de plus épuré finalement. On va vers un minimalisme un peu, si je peux dire ça comme ça. Ouais, complètement. En plus, on voit, me concernant sur le terrain, j'ai pas mal observé aussi une certaine forme de déconnexion. Désolée pour les travaux. Mais je disais, il y a une certaine forme de déconnexion dans les demandes où les messages, par exemple, des RH sont plutôt de nature
générale, impersonnelle, et on n'en parle pas trop au quotidien du collaborateur, où ça crée une certaine forme de perte de crédibilité, sentiment d'incompréhension, et ça va rebondir avec ce que tu disais, Charlotte, c'est l'idée, dans l'idéal, rien que la communication, c'est de l'adapter aux réalités locales, avec des messages clairs, précis et concrets sur ce que l'entreprise peut faire pour soutenir ses équipes. Et ça permet aussi de rebondir un petit peu sur le contexte actuel. J'en parle pas mal en individuel, en séance en individuel. Le contexte sociétal est représentatif de ce qui se passe au travail. Donc, si le peuple est tendu, au travail, on est tous plus irrités, on est tous à avoir plus tendance à être plus susceptibles. On est pareil, c'est la même chose, on ne change pas. On n'a pas cette idée qu'il faut mettre un masque pour aller travailler. C'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. On est avant tout des êtres humains. Et c'est assez important d'en tenir compte parce que justement, par exemple, en Île-de-France, les personnes ont tendance, j'ai vu qu'il y avait des personnes en Yvelines, mais voilà, en Île-de-France, les personnes ont tendance à être un peu plus irritables. Mais oui, mais vous prenez aussi les transports en commun. Donc ça à tenir compte aussi. La RATP n'étant pas le top du top à ce niveau-là. Mais bref, je n'aurais peut-être pas le citer d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment cet effet, le réengagement, il faut aussi tenir compte de la réalité de l'entreprise, mais la réalité également sociale et sociétale de ce qui se passe dans le quotidien de tout le monde, par exemple. Ouais, exactement. Je te rejoins sur ce point-là, Andrea, parce que c'est vrai qu'on a un climat social qui est assez tendu actuellement. Et moi, comment je le perçois, du moins comme le constat que je fais en échangeant avec les acteurs, les différents acteurs, c'est que justement, on a des salariés, en fait, qui, si l'entreprise a une mission avec laquelle ils sont en accord, si on leur donne les moyens, en tout cas, d'être engagés, d'être pleinement engagés, si on leur donne de la reconnaissance, qu'ils ont un bon management et qu'ils sont vraiment embarqués dans cette aventure collective, et ben justement, les collaborateurs, ils ont envie, eux, de s'engager pour une entreprise. Et donc, au final, c'est lié. Et donc, le tout, c'est de pouvoir mettre à disposition les bons outils, les bons moyens. Et je vais en profiter. Donc, juste avant de passer aux questions-réponses, parce que je pense qu'on doit avoir pas mal de questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat à nous faire part de vos remarques, de vos questions, si vous souhaitez partager des situations. Et en attendant que tout le monde puisse répondre dans le chat, je vais vous présenter rapidement de Positive You et comment justement on intervient sur cette thématique de l'engagement et du réengagement, mais également de manière plus générale sur l'accompagnement des organisations, sur la QVCT, donc la qualité de vie au travail, sur la santé mentale et sur les soft skills des collaborateurs. Aujourd'hui, Positive You, c'est une quarantaine de psycho-coachs, dont Andrea, dont Charlotte, qui vont avoir une quinzaine d'années d'expérience en moyenne, qui ont une vraie connaissance du terrain. Parce que dans ces psycho-coachs, il y en a beaucoup qui ont été sur le terrain, qui ont été DRH, il y en a certains qui ont eu notre activité professionnelle en parallèle de cette activité de psychologue, donc une vraie connaissance du terrain. Et nous, notre approche Positive You, c'est l'hyper-personnalisation. Ce en quoi on croit, c'est qu'il faut hyper personnaliser et qu'il faut adapter vraiment chaque contenu, chaque solution à l'organisation. Donc, pour ce faire, on va avoir effectivement plusieurs services. En individuel, on va avoir du soutien psychologique. Donc, c'est une plateforme qui permet à vos collaborateurs d'échanger 7 jours sur 7 avec un psychologue du travail par visioconférence en quelques clics. On va avoir le psycho-coaching qui s'adresse beaucoup aux managers en individuel, qui va nous permettre de venir renforcer leurs soft skills. Tout à l'heure, on le parlait, il y a des managers qui ne sont pas suffisamment outillés et qui vont avoir besoin de travailler des notions bien spécifiques. On va les accompagner en individuel avec un psycho-coach. Et comme on croit beaucoup au volet collectif également, donc on a mis en place des ateliers, des conférences ou des formations donc sur un certain nombre de thématiques. Bien sûr, la liste est non exhaustive, hein. On se nourrit de vos recommandations, de vos enjeux et des questions qui sont les vôtres. Et on va pouvoir intervenir toujours en hyper personnalisant le contenu, que ce soit sur les questions de prévention et sensibilisation, type gestion du stress, comportement inapproprié, quête de sens, mais également formé pour pouvoir aider les acteurs à monter en compétences. Donc, bienveillance et exigence, c'est une question qui est super importante et qui fait écho à ce qu'on évoque depuis tout à l'heure pour les managers.
comment est-ce qu'on va faire pour avoir cette bienveillance qui va nous permettre d'avoir un bon engagement des collaborateurs, une bonne adhésion des collaborateurs et l'exigence, parce que c'est une organisation qui a des objectifs, il y a des KPI à atteindre. Et donc, c'est toujours un jeu d'équilibriste pour nos amis managers. Donc, comment on les accompagne sur ça? Je pense qu'il faut les outiller, il faut les former et ça passe effectivement par ces espaces d'échange collectif. Mais c'est également valable pour le feedback ou pour les différentes thématiques. De toute façon, la présentation est téléchargeable, vous pourrez retrouver ces différents éléments. On intervient également sur des audits et sur des comités QVCT pour vous aider RH parce qu'on sait que vous avez une multitude de sujets à traiter en même temps, mais au moins pour pouvoir vous décharger sur ce volet QVCT. Donc, on va analyser ensemble les feedbacks que vous pouvez avoir du terrain pour structurer réellement une démarche QVCT pérenne et qui s'inscrit dans le long terme. Donc, voilà globalement pour Positive View. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les questions dans le chat. Alors, on a Magali qui nous demande comment réengager les managers quand le DG, donc le manager des managers, ne suit pas les recommandations avec ses subordonnés. Et c'est vrai que l'exemplarité, c'est souvent le meilleur moyen. L'exemplarité, c'est souvent le meilleur moyen pour diffuser une culture dans l'organisation. Et c'est vrai que ça peut être compliqué quand le manager des managers ne la suit pas et ne suit pas ses recommandations. Quel est votre avis dessus, Charlotte, peut-être dans un premier lieu, et Andrea? Ben, c'est vrai que c'est coton, quoi, ce genre de situation. Très coton. Donc là, c'est pas évident. Et je pense qu'on va être dans le fait de peut-être amener une stratégie un peu douce. Déjà, je pense que la première des choses, ça va être de créer du dialogue avec les managers et de leur donner un espace pour qu'ils puissent parler, éventuellement de leur frustration, peut-être, ou du sentiment d'injustice lié à la situation. Déjà, première des choses, je pense que communication, offrir un espace pour en parler aux managers où en fait, on peut reconnaître ce qu'ils vivent. Ça, je pense que c'est toujours la base. Après, effectivement, peut-être aider les managers à se rappeler de l'essentiel, si je peux dire ça comme ça, à se recentrer sur leur rôle à eux et leur marge d'action. Ce qu'ils peuvent faire pour leurs équipes et aussi le rôle qu'ils incarnent, en fait, même si leur N+1 à eux ne le fait pas. Et puis, peut-être aussi essayer de recréer du dialogue avec la direction, finalement. Peut-être arriver à expliquer que ce manque de cohérence vient impacter finalement l'organisation et que ce serait bien de transformer en fait la situation. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Voilà. Parce que le but de l'entreprise, de produire, et en mettant peut-être en évidence que le fonctionnement actuel ne fonctionne pas, le dire et ça, même si de prime abord il n'est pas partant, peut-être qu'il va avoir comme un déclic. Parfois, ça peut fonctionner. Bien sûr. Et la deuxième question qu'on a, c'est est-ce que ces recommandations ne vont pas ajouter une charge mentale supplémentaire au manager? Alors, est-ce que ça n'ajoute pas une charge mentale au manager? Alors, de mon point de vue, je vais laisser nos experts psycho-coachs répondre. De mon point de vue, au contraire, on va peut-être plutôt soulager le manager d'une charge mentale. Parce que le manager, il sera confronté au désengagement des collaborateurs. Dans tous les cas, il y est confronté, il est sur le terrain tous les jours. Donc, lui, il le perçoit s'il sait détecter les signaux faibles. Et s'il ne sait pas détecter les signaux faibles, il perçoit les conséquences lorsqu'elles arrivent. Et donc, c'est ces conséquences-là qui sont une charge mentale importante pour le manager. Et donc, au contraire, le permettre de l'outiller, le permettre d'organiser des échanges, des ateliers avec d'autres managers pour pouvoir tirer des bonnes pratiques. Au contraire, ça permet d'avoir un manager qui sait comment réagir face à une situation bien précise. Ça permet d'avoir un manager qui sait comment anticiper également des situations qui viendraient, là, pour le coup, réellement impacter sa charge mentale. Et ça lui permet d'avoir à l'esprit directement tout un set d'actions qu'il peut mettre en place pour remobiliser ses collaborateurs, pour identifier effectivement un collaborateur qui va être désengagé et pour pouvoir tout de suite avoir la bonne action et si jamais il ne l'a pas en interne, savoir où aller chercher la ressource nécessaire pour pouvoir l'accompagner justement. Donc au contraire, je pense que ça va plus avoir tendance à décharger la charge mentale des managers. Mais je vais laisser nos psycho-coachs me dire si elles sont d'accord déjà ou si elles ont peut-être une vision à ajouter.
Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. En effet, ça peut donner cette impression que ça va rajouter une tâche en plus, mais parallèlement, ça va diminuer un impact derrière. Donc, au final, ça permettra d'équilibrer et la diminution sera assez significative. Après, ça, chaque chose prendra son temps, mais c'est pas le but. Le but n'est pas de charger davantage. Non, et puis je pense que c'est surtout une autre manière de voir les choses, surtout. En fait, l'idée, comme on vous l'a dit, c'est vraiment pas d'empiler des actions en plus ou des dispositifs. Ça, on arrête de ça. C'est vraiment de transformer déjà ce qui est déjà fait quotidiennement, qui existe déjà, mais autrement. En fait, c'est pas une charge en plus, c'est une autre manière de fonctionner, de faire ce que les managers font déjà. Par exemple, je sais pas moi, au lieu d'envoyer un mail avec écrit bravo à l'équipe uniquement, ça peut être aussi prendre 30 secondes en réunion pour féliciter Julie parce qu'elle a super bien avancé sur un dossier. Et donc, en fait, c'est le même temps un petit peu qui va être utilisé là, à 30 secondes près. Mais l'impact, il va être décuplé. Donc, en gros, c'est pas... comment dire, c'est des façons plus intelligentes, plus humaines pour réengager. Et c'est des choses qu'ils font déjà. Mais du coup, l'idée, c'est pas de faire de la surenchère, c'est de le faire mieux, plus qualitativement en fait. Merci, merci à toutes les deux. Alors, je crois qu'on n'a plus de questions dans le chat. Donc, on touche à la fin du webinaire. Est-ce que vous avez une notion, un mot de la fin ou quelque chose que vous voulez à tout prix que les RH qui nous regardent et les responsables QVCT et différents acteurs qui nous ont suivis aujourd'hui retiennent de ce webinaire? Co-construction, je crois. Et alors ça, c'est peut-être la psy qui va parler, mais c'est aussi le côté, surtout penser, ne pas s'oublier au travail, même en termes de valeur et de sens. On le voit pareil beaucoup sur le terrain, ce qui est aussi lié à une perte de sens lié au travail. Et n'oubliez pas que vous êtes avant tout d'humain, quoi, en gros. Complètement. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et ce que je vous propose pour poursuivre sur cette démarche-là, on a mis en place un test pour pouvoir tester la maturité QVCT de votre organisation. Donc, le lien est disponible dans le chat, mais également, il s'affiche là en bas de page sur le volet autres ressources. N'hésitez pas à cliquer dessus pour pouvoir analyser un petit peu où est-ce que vous en êtes dans la QVCT au sein de votre organisation. Vous aurez un retour et un feedback suite à ce test qui vous permettra précisément de savoir quels sont les principaux enjeux, d'identifier les principaux enjeux et de voir comment vous pouvez travailler dessus. Je remercie Charlotte et Andrea pour votre participation au webinaire et je remercie tous les participants. Merci de nous avoir suivis. On continue à animer d'autres webinaires, donc n'hésitez pas à suivre les prochains webinaires. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur la question de la démarche QVCT, des soft skills de leurs collaborateurs ou sur la question de réengagement, donc il y a nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à les prendre et à nous contacter directement. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci de nous avoir suivis et on espère que ce webinaire vous permettra d'avoir des collaborateurs plus engagés, mieux outillés, des managers mieux outillés pour attaquer 2026. Excellente journée à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.